Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Le compte à rebours des réformes, choc voulu par Nicolas Sarkozy, s'ajoute à celui de la présidentielle. Le Parlement pourra-t-il voter la TVA sociale avant début mars? François Fillon a précisé tout à l'heure le calendrier. De son côté, François Hollande fustige une augmentation de la TVA inopportune, injuste, infondée et improvisée. Le candidat socialiste tient ce soir un meeting à Brest. La nouvelle donne de la présidentielle. Analyse tout à l'heure dans ce journal de Guillaume Tabar. Premier sommet de l'année pour les dirigeants européens ce soir à Bruxelles. Angela Merkel a tenté aujourd'hui de calmer la polémique provoquée par la proposition allemande de mettre la Grèce sous tutelle budgétaire. Notez-le, l'invité du 19h sera Daniel Cohn-Bendit. Il est à Paris quelques heures pour tenter de donner du souffle à la candidature d'Eva Joly. Au bas mot, 16,5 millions de téléspectateurs pour le chef de l'État hier soir sur 9 chaînes, pas moins de télévision. Les parlementaires de la majorité, dont beaucoup sont réservés sur la TVA sociale, recevront dès demain à l'Élysée la feuille de route pour la mise en musique des réformes annoncées. François Fillon est revenu aujourd'hui sur la nécessité de la réforme. Contrairement à ce que disent certains, il ne s'agit pas d'une accélération politique, mais de la poursuite d'un programme de réforme constant et cohérent. Mais la violence de la crise, les engagements que nous avons collectivement pris au sein de la zone euro, la dégradation de la situation économique rendent impossible et dérisoire l'idée d'une pause dans la mise en œuvre des réformes. Collectif budgétaire englobant une prévision de croissance abaissée aujourd'hui à 0,5%, mais sans effort supplémentaire demandé aux Français, a assuré François Fillon. Et projet de loi sur les réformes seront présentés le 8 février au Conseil des ministres. Fabrice Cunet. Il faut faire quoi? Attendre? On n'y peut rien? Nicolas Sarkozy veut aller vite. La feuille de route donnée à son gouvernement est claire. Les premiers textes doivent être votés début mars. À charge aux ministres concernés de tenir ce calendrier. À commencer par Benoît Apparu et le projet de loi visant à faciliter la construction de logements. Est-ce que les parlementaires vont le voter? Oui, les parlementaires le voteront. En tout cas, je le souhaite. On a le temps pour le faire. Le projet de loi, vous le savez, sera au Conseil des ministres début février. Grosso modo, ça nous laisse à peu près un mois pour faire la navette. Ça me paraît amplement suffisant pour faire un article unique. C'est un article unique. Concernant les mesures fiscales touchant la CSG ou la TVA, un projet de loi de finances rectificative est nécessaire pour une application en octobre. Logement, fiscalité, le débat au Parlement s'annonce tendu, mais pas question de passer en force pour le gouvernement. Si vous pensez au 49.3, c'est bien de ça auquel vous pensez. Le gouvernement n'a pas du tout l'intention de prendre ce genre de décision. Le gouvernement donne aussi 2 mois aux partenaires sociaux pour s'entendre sur l'accord compétitivité-emploi. Dans le cas contraire, un projet de loi en définira le cadre. Au PS, l'ensemble de ces mesures est qualifié d'improvisation. Quand un projet de loi est mauvais, nous le combattons. Donc si un projet de loi est déposé, si ce projet de loi prévoit l'augmentation de la TVA, nous le combattrons avec les armes qui sont celles des parlementaires. Et il existe une majorité à l'Assemblée nationale, et même si le Sénat fait son travail d'opposant, c'est par définition la majorité à l'Assemblée nationale, si elle est toujours majoritaire à ce moment-là, qui l'emporte. Et François Hollande a déjà prévenu. En cas de victoire, ces différentes lois seront abrogées, même la taxe sur les transactions financières prévue pour août. Et dès hier soir, donc, tous les responsables socialistes, notamment, se sont succédés pour attaquer la TVA Sarkozy, comme le dit Laurent Fabius. Martine Aubry fustige une mesure qui va peser d'abord sur les classes populaires et moyennes. La première secrétaire du PS a trouvé hier soir Nicolas Sarkozy perdu. François Hollande, lui, est en déplacement à Brest aujourd'hui. Il a dénoncé une hausse inopportune, injuste, infondée et improvisée. Le candidat socialiste a rencontré à Brest des ouvriers de la réparation navale civile dont l'emploi est menacé après une visite du site nucléaire de l'île Longue. Le Premier ministre, par ailleurs, donne 2 mois aux syndicats et au patronat pour négocier une nouvelle organisation du travail. Un jugement du Parti socialiste, à nouveau, sur ce délai que Michel Sapin trouve beaucoup trop précipité. De son côté, la CFDT se dit prête, mais sans précipitation, tout en mettant en garde contre toute remise en cause de la durée légale du travail fixée à 35 heures. Explication, Mounir Soussi. Les 35 heures dans le viseur de Nicolas Sarkozy.
Pour tourner cette page, le président de la République veut mettre en place des accords compétitivité-emploi. Le principe, dans chaque entreprise, direction et salariés négocient directement pour adapter la durée légale du temps de travail. La solution, selon le patronat, pour faire face à la baisse de l'activité. L'entreprise prend l'assurance, prend l'engagement devant son salarié, devant ses salariés, de les conserver malgré la baisse des carnets de commandes. Ça, c'est l'apport de l'entreprise. Et l'apport du salarié, puisqu'on est dans le gagnant-gagnant, il a la sécurité, entre guillemets, de l'emploi, mais il faut plus de flexibilité, à la fois sur son temps de travail et donc sur son salaire. Ce dispositif inquiète les syndicats qui craignent que les efforts reposent essentiellement sur les employés. Il faut qu'on soit encore plus flexible. Flexible sur le temps de travail, flexible sur le salaire, flexible sur tout. Voilà. Et les patrons, ils sont flexibles sur quoi, eux? Ces accords internes primeront sur la loi et le contrat de travail. Pour ce chercheur, la flexibilité peut aider les entreprises à amortir la crise, mais il faut prendre garde à ne pas fragiliser le statut du salarié. Mais encore faut-il que ce mouvement, on passe de la loi à la négociation par entreprise, se fasse de manière équilibrée. Si effectivement il n'y a pas de garantie, ou si les garanties de représentativité des travailleurs, de représentativité des syndicats sont insuffisantes, on risque de voir apparaître une régression sociale. Nicolas Sarkozy veut aller vite, il donne 2 mois aux partenaires sociaux pour négocier. Si aucun accord n'est trouvé, François Fillon annonce qu'un projet de loi sera déposé, projet qui n'a aucune chance d'être voté avant la fin du quinquennat. Et l'UMP, à l'instar de l'Élysée, mise sur la notion de courage pour ramener les électeurs vers Nicolas Sarkozy. Une vertu contestée par François Hollande. Il n'y a aucun courage à demander aux Français de payer davantage d'impôts, a-t-il dit encore tout à l'heure à Brest. Reste que le choix de mesures impopulaires en fin de mandat s'apparente à un pari très risqué. Paul Bouffard. Il ira jusqu'au bout, jusqu'au 16 mars s'il le faut, date limite des dépôts de candidature. Emploi, réindustrialisation, compétitivité, l'homme de l'Élysée prend des risques. Et pour la majorité présidentielle, c'est nécessaire. Il a été un candidat kamikaze, sûrement, parce que les mesures peuvent être impopulaires. Mais en réalité, il a montré une direction pour l'avenir qui est sans ambiguïté. Je trouvais très déterminé, très serein, très présidentiel. Président courage, serein, pourtant la fronde gronde à l'UMP. Distancé par François Hollande dans les sondages, certains députés n'y croient plus. Lionel Lucas presse Nicolas Sarkozy. Selon lui, les électeurs sont perplexes, sans patron dans l'arène. Toutefois, chez les fidèles parmi les fidèles, un seul mot d'ordre, tous contre Hollande. Le président propose un traitement de fond, un traitement un peu dur. Quant à Hollande, lui, il propose, face à une blessure assez grave, il propose de l'aspirine ou du Doliprane. 24 heures après son passage télévisé, alors que certains ont déjà refermé le dossier présidentiel pour se concentrer sur les législatives, le président convoque ses troupes parlementaires, histoire de remobiliser toujours et encore. Et avec nous donc Guillaume Tabar des Échos. Bonsoir Guillaume. On va tenter d'abord de mieux comprendre avec vous la stratégie donc du candidat, puisqu'il l'est, on l'a compris hier soir, du candidat Sarkozy. Un pari risqué, on l'a dit, mais a-t-il le choix? Non, et surtout maintenant, il n'a plus d'autre choix que d'aller très vite. Et d'aller très vite pour 3 raisons, je pense. La première, c'est qu'on lui a souvent reproché dans le passé de faire des effets d'annonce et que ces annonces finissent lettre morte. Et bien là, il a besoin de montrer qu'il passe aux actes immédiatement. C'est pour ça que dès aujourd'hui, François Fillon a réuni les ministres. Dès aujourd'hui, François Fillon a écrit aux partenaires sociaux et que le calendrier, on vient d'entendre, notamment des lois qui vont mettre ça en œuvre, est déjà connu. Deuxième raison pour laquelle il doit se dépêcher, c'est que, et là aussi, on vient de le voir, sa majorité doute de sa victoire, mais doute même des réformes de la TVA sociale. Or, Nicolas Sarkozy a maintenant besoin de les mobiliser, de les rassurer, avant qu'ils n'épanchent leurs doutes. Un détail intéressant, en général, le mardi matin à 11 h, c'est la réunion du groupe UMP à l'Assemblée nationale. C'est le moment traditionnel où chacun vient épancher ses états d'âme. On essaye de verrouiller toute contestation éventuelle. Alors. Il est réuni à cette heure-là à l'Élysée et on sait que Nicolas Sarkozy n'a pas son pareil pour mobiliser ses troupes. En général, les parlementaires rentrent à l'Élysée inquiets, ils en repartent mobilisés. Ce sera l'objet de la rencontre de demain. On verra néanmoins donc s'il y a des contestations au sein du parti majoritaire de cette stratégie très personnel et donc très risqué également pour les élus dans les circonscriptions. Dernière question, Guillaume. Est-ce que selon vous, après l'intervention du chef de l'État hier soir,
le jeu présidentiel va cesser d'être un jeu à 3 ou à 4. C'est vrai qu'on parlait jusqu'à présent de match à 4. Oui. Depuis une semaine, qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, le projet de François Hollande. Projet fort, projet structuré. De l'autre, les propositions également fortes, même iconoclastes, de Nicolas Sarkozy. On voit bien que désormais, chaque camp, le camp sarkozyste et le camp Hollande, se répondent l'un à l'autre en occultant totalement les deux autres. L'idée aussi bien, et c'est l'intérêt commun de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, c'est de recréer une bipolarisation parfaite du débat politique. Merci Guillaume, restez avec nous. Nous allons recevoir dans une minute maintenant Daniel Cohn-Bendit. Nous parlons d'abord à nouveau du chef de l'État qui est à Bruxelles ce soir pour un conseil chargé de peaufiner l'arsenal contre la crise dans la zone euro. Il s'agissait de tourner la page de la crise, d'envisager également des mesures pour l'emploi et la croissance. Mais le cas de la Grèce est venu diviser à nouveau ce week-end les dirigeants européens. Une proposition allemande de mettre sous tutelle Athènes, qui peine à redresser ses comptes, a soulevé la polémique. Nathalie Guillouard. Ils arrivent au Conseil européen, sourire aux lèvres, et pourtant, ce week-end, à la veille du sommet, l'Allemagne a frappé fort. La chancelière Angela Merkel s'en est prise directement à la Grèce en proposant de mettre le pays sous tutelle budgétaire. Une proposition inattendue et radicale. L'objectif d'Angela Merkel, faire accepter à Athènes un transfert temporaire de souveraineté budgétaire au niveau européen. Elle juge les résultats du gouvernement de Loukas Papandémos décevants. Une proposition vexante pour la Grèce qui refuse cette solution. Le ministre des Finances grec appelle l'Union européenne à respecter l'identité nationale de son pays. Mais la Grèce n'est pas la seule à se soulever face à cette proposition. Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères prévient « Attention à ne pas blesser plus que nécessaire », dit-il. En France, un certain nombre de responsables politiques, notamment à gauche, dénoncent également le spectre d'une Europe allemande. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit, merci d'être avec nous. Les craintes d'une Europe allemande donc, ont été relancées par cette idée d'une mise sous tutelle budgétaire de la Grèce. Est-ce une nouvelle maladresse selon vous, ou bien, je ne sais pas, un rappel à l'ordre nécessaire d'Athènes? Non, c'est complètement à côté de la plaque, c'est complètement idiot, c'est pire qu'une maladresse, ça veut rien dire. Enfin, il y a un débat aujourd'hui, comment tenter d'essayer d'aider la Grèce de sortir de la crise. Il faut faire attention, on demande des budgets de plus en plus serrés d'austérité à la Grèce et ils n'y arriveront pas comme ça. Tout le monde est d'accord que c'est pas par l'austérité qu'on se sort de la crise. Et comme il manque, et l'accord qu'ils vont signer ce soir, il manque un volet solidarité, c'est-à-dire comment, par exemple, quelles sont les possibilités pour faire baisser la pression des taux d'intérêt pour la dette, ils ne l'ont pas fait, c'est-à-dire il n'y a pas de rebond, il n'y a pas le fonds de rédemption, il n'y a pas toutes les choses positives qui ont été, et il n'y a pas de vrai projet de relance économique pour l'Europe. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de perspective pour les Grecs, mais ce n'est pas parce qu'il y aura un consul européen à Athènes que ça changera quoi que ce soit. Déjà les Romains sont cassés la tête, sont cassés les dents avec ça, et je ne vois pas pourquoi ça marcherait aujourd'hui. Cette polémique intervient à un moment quand même où la gestion de la crise cesse d'être seulement rigoureuse, enfin marquée par l'austérité, j'ai envie de dire. Parce que ce soir à Bruxelles, on va parler aussi d'emploi et de croissance. Non. On en parlera. Attendez, j'ai vu le projet de déclaration. Il n'y a rien dedans. Rien. C'est-à-dire, moi, il y avait un titre, je ne sais pas si c'était un journal allemand, la relance par la croissance sans argent. Ah, si vous y arrivez, hein, je vous donne tout de suite le prix Nobel. Il y a Krugman et Stiglitz qui vont leur donner leur prix tout de suite. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Même les échos, ils diraient, ça peut pas marcher si on met pas, s'il y a vraiment pas un plan de relance. Alors ils vont dire, ils vont aider les apprentis à trouver un job. Oui, tout ça. C'est nécessaire. La conscience est là, la prise de conscience est là. Il ne faut pas se contenter de serrer la vis, il faut aussi parier sur la croissance. Mais regardez, il y a des décisions simples ou compliquées à prendre. Par exemple, vous avez le fonds de stabilité européen qui va être décidé. Vous avez la banque d'investissement. Ils parlent de la banque d'investissement, mais ils ne disent pas on va actualiser la licence bancaire de la Banque européenne d'investissement pour qu'elle puisse emprunter de l'argent à 1% à la Banque centrale européenne pour pouvoir aider les projets dans les différents pays européens, avec comme soutien, par exemple, le fonds de stabilité européen. Tout ça, c'est pas dedans. Donc, à partir de là, c'est même pas du bon symbole. C'est du symbole où après tout le monde va dire oui,
what is in the pocket? Nothing. Il n'y a rien dedans et ça ne va pas avancer. Hier soir, Nicolas Sarkozy, que vous avez regardé à la télévision, sur les télévisions françaises? Non, non, moi j'ai regardé sur Internet. Moi je trouve ça, vous savez, il n'y a qu'en France qu'on puisse faire ça. Il n'y a qu'en France. De réquisitionner toutes les télévisions pour... Certaines étaient volontaires sur oui, le non, mais lot. d'accord, mais prenons les deux. Oui, mais volontaires. Vous savez, le système français de volontaires. Ouais. D'accord. Ça, c'est vraiment, c'est incroyable. Il y a 5 chaînes qui d'elles-mêmes ont décidé de retransmettre, qui n'étaient pas sollicitées par l'Élysée. Oui, d'accord, mais Néanmoins. je veux dire, à partir du moment où on sollicite la 1 et la 2, c'est déjà... Et d'ailleurs, on sait ce que ça veut dire. C'est inimaginable en Allemagne. Inimaginable. Que les deux... À part en campagne électorale... mais même pas. On y est là, on y est. Ah non, il n'est pas candidat. Arrêtez de dire n'importe quoi, il n'est pas candidat. Non, mais la chancelière parle sur une chaîne, elle a été interviewée par une chaîne, mais jamais sur les deux ensemble. Enfin, et la liberté, laisser respirer les auditeurs. S'ils n'ont pas envie de voir Sarkozy... ils pouvaient ne pas le regarder. En tous les cas... d'accord, mais enfin, c'est une pression, quoi. Je Ils vous étaient dis, près de 17 millions le hier. système... Oui, mais alors, je vous dis, il a raté son coup. Ah oui? À mobiliser 17 millions pour après leur dire... Il y a un problème du coût du travail pour les entreprises. Mais fait comme ça, la réponse de l'opposition, de dire c'est les petits qui vont payer, vrai ou pas vrai, c'est trop facile. C'est-à-dire qu'ils montent... C'est trop facile C'est trop facile, l'opposition a un jeu trop facile. Ah, oui. Là, Sarkozy, qu'est-ce qu'il dit? Mais non. Et en plus, il dit, vous allez voir ce que vous allez voir, puisque de toute façon, ça aura lieu après l'élection présidentielle. Il prend l'exemple de Schröder. Alors d'abord, Schröder, bon, enfin, je ne veux pas dire de méchanceté de Schröder, mais c'est quand même l'homme qui est sur la fiche de paye de Poutine, comme grand exemple, qui travaille pour Gazprom. Aujourd'hui, pas à l'époque où il a pris Mais à l'époque, il était chancelier, il a fait les lois. Est-ce qu'il et a remis après la l'Allemagne mise sur en de bons place rails? des lois, il s'est fait battre. Mais au moins, il n'a pas dit à une semaine de la fin de son mandat ou voilà ce que je vais faire. Non, il a la lucidité. Moi, je crois qu'il a fait des erreurs. Les Verts étaient au gouvernement, donc je peux le dire facilement. Ils ont fait des tas d'erreurs à l'époque, mais au moins, il l'a fait, il a décidé, il a fait voter les lois qui étaient difficiles, et après, une fois que c'était engrangé, il a mis son mandat en discussion. Et il a perdu. Et il a Face à perdu. Angela Merkel. Est-ce qu'il faut s'en inspirer? Donc Nicolas Sarkozy le cite tout le temps. François Bayrou également. François Hollande devrait également s'en inspirer en matière de compétitivité. C'est quand même marrant. Vous croyez qu'un Allemand aurait dit, comme François Bayrou, acheter français? Acheter français. On revient au Minitel. Non, mais ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Parce que c'est complètement idiot. Si on dit acheter allemand, vous dites acheter français, donc vous achetez que des voitures françaises. Donc les Allemands n'achètent que des voitures allemandes. Bah, c'est mauvais pour l'industrie automobile allemande, parce que le marché allemand, on en a besoin, vous voulez exporter dans toute l'Europe. Donc, et sur ça, vous revenez au Minitel. Vous achetez des Minitel, il n'y en a plus. Donc vous dites acheter européen. Non, je dis oui, acheter. Il y a un problème de la chaîne industrielle française. Oui. Mais là, il faut expliquer pourquoi les Allemands, depuis des années, les petites, les moyennes entreprises ont fait le choix de produits industriels de haute qualité. Et c'est pour ça, du début de la chaîne, en d'ailleurs prenant des bouts de la chaîne qui sont peut-être produits à l'extérieur, ils ont une chaîne industrielle compétitive dans la qualité, ce que la France a fait un autre choix. D'une chaîne industrielle pas de mauvaise qualité, mais de pas de grande qualité. Ouais. C'est pour cela que la chaîne industrielle française n'est pas compétitive. Donc vous dites à peu près la même chose que François Hollande, il faut miser sur l'innovation avant tout. On va écouter très brièvement Nicolas Sarkozy hier soir. Enfin, on va voir. Vous l'avez tous, c'est vous repassez tout le temps. Non, ça commence à... Et le nombre de fois où il a cité l'Allemagne, écoutez. Tout le monde l'a fait déjà. Je prends l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne est notre premier client. L'Allemagne, c'est notre partenaire. Qu'en France, il y a plus de jeunes au chômage qu'en Allemagne. En Allemagne, il y a 3 fois plus de jeunes en apprentissage qu'en France. L'Allemagne est de tous les pays d'Europe le seul qui non seulement a gardé ses emplois industriels, mais les a développés. Que font les Allemands? Enfin, une bonne nouvelle pour l'Allemagne. L'Allemagne. Wir gewinnen zusammen, Daniel Cohn-Bendit. Nous gagnerons ensemble. S'il parle des apprentis, alors il doit dire la réforme à faire, c'est quoi? C'est la formation duale. C'est alors reprend l'exemple de la formation des jeunes apprentis en Allemagne, c'est-à-dire une partie de temps dans les entreprises et 2 jours par semaine
en formation dans l'école spécialisée. L'alternance, et c'est ce qu'il veut mettre en place. Oui, mais ça, personne ne parle compte, mais ça met extrêmement de temps. Ça veut dire de l'investissement, ça veut dire de nouveaux enseignants. Hein, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein, c'est-à-dire que son projet de réduire le nombre d'enseignants, avec cette réforme, ça ne marchera pas. Deuxièmement, l'Allemagne. Il va inviter Mme Merkel. Je ferme les yeux et je rêve. Ouais. Grand meeting de l'UMP. Mme Merkel arrive et elle fait à l'UMP son discours du Bundestag, où elle explique comment moi, Mme Merkel, hein, qui était pour développer le nucléaire en Allemagne, pourquoi elle a décidé, après Fukushima, que l'Allemagne sortirait du nucléaire. Elle fait son discours qui était très impressionnant au Bundescool, très personnel, où elle explique comment elle a évolué. Ça peut être un soutien encombrant pour Nicolas Sarkozy. Alors là, Nicolas Sarkozy, éberlué, l'UMP montant sur les chaises, en disant « on a compris », formidable. Donc, votre rêve, c'est qu'Angela Merkel vienne soutenir Eva Joly. Non, moi je soutiens Eva Joly, ça suffit, pas besoin de Mme Merkel. Oui, je dis simplement, chacun son allemand. À chacun son allemand, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en conférence de presse. Non, je dis simplement qu'il y a des choses. Le problème, si on prend l'Allemagne est une économie dynamique, oui, où le chômage a baissé et la précarité a triplé, où il y a 12 millions de personnes qui vivent au seuil de la pauvreté ou en dessous. Donc c'est une économie dynamique où l'inégalité sociale et l'injustice sociale a augmenté. Si c'est avec moi qui le disait, c'est pas grave. Non, et vous c'est l'OCDE. Vous revendiquez une part de ses responsabilités puisque vous avez gouverné avec Schröder. Enfin, moi, j'ai jamais gouverné. Vos amis. Oui, je dis qu'il y avait c'est-à-dire il y a eu des tas d'erreurs qui ont été décidées par ce gouvernement qui a augmenté la disparité sociale. Au moins qu'on le dise, le choix pour les Français. Si vous prenez le modèle allemand, vous aurez une économie plus dynamique, mais une injustice qui va augmenter. C'est un point, effectivement, il faut rappeler, pas oublier. C'est vrai, avec effectivement le développement de la précarité, hélas, en Allemagne également. Daniel Cohn-Bendit, vous avez dit que le jeu était trop facile pour l'opposition aujourd'hui en France. Alors comment est-ce que vous jugez ce pari fou de Nicolas Sarkozy, avec ses mesures impopulaires? Moi, je vais vous dire, il n'a pas été au bout de la folie. Ah bon? Mais non, s'il veut vraiment baisser le coût du travail, alors c'est 3% d'augmentation de TVA. Il faut y aller jusqu'au bout. Il faut avoir le courage de dire, c'est comme ça. Et ça passe ou ça casse. Mais... Donc il manque de courage. Vous l'auriez applaudi avec une TVA augmentée de 3%? Non, je dis là, au moins, il a une perspective réelle, qui crée d'autres problèmes, mais c'est vraiment quelque chose qui, dans ce système-là, pourrait fonctionner. Je dis simplement, mais ça, de le faire à 3 mois des élections, de toute façon, il dit, l'augmentation de TVA, c'est après si je suis réélu. Franchement, vous croyez que les Français vont voter pour l'augmentation de TVA, même si vous faites le monsieur Churchill, le monsieur Courage et tout ça, ça fonctionne pas comme ça. Churchill, il dit, j'avais du courage, mais il était au pouvoir. Il est resté. Et non pas en disant je me taille, et puis après vous faites ce que vous voulez. Il ne dit pas je me taille, il demande d'être réélu. Moi, j'ai l'impression que son émission hier dit je me taille. Eh bien, salut les copains. Et moi, je vais rentrer comme Schröder, je vais me faire payer par Gazprom. C'est une analyse, on verra ce qu'il en est dans quelques mois, Daniel Cohn-Bendit. Il reste très peu de minutes, je voudrais qu'on parle de 2 personnages importants. Eva Joly et Stéphane Hessel. On commence par Eva Joly. Est-ce qu'elle va réapparaître dans les radars de la présidentielle? Je parodie le titre du Monde ce week-end. Écoutez, nous avons fait une conférence de presse tout à l'heure ensemble. La campagne sur l'écologie et l'Europe est importante parce que tous les grands candidats ne parlent ni d'Europe, ni de la transformation écologique. Il y a une crise financière, il y a une crise économique et il y a une crise écologique. La dégradation climatique, le réchauffement climatique, ça existe et ils n'en parlent pas. Donc c'est une campagne utile qui de toute façon sera utile pour le quinquennat à venir. Parce que dans le quinquennat à venir, il faudra poser et régler ces problèmes. Donc je crois qu'il faut aider Eva Joly, que j'aide Eva Joly, à revenir dans l'espace de débat de cette présidentielle. Il y avait urgence. Il y avait urgence. Bien sûr, il y avait urgence. Oui, et si l'urgence, c'est vraiment la transition énergétique, pourquoi fait-elle campagne sur des jours fériés pour d'autres religions, sur des alliances avec Bayrou et Mélenchon, etc. Tout ça, c'est des erreurs, je suis d'accord avec vous. Le problème sur les jours fériés,
si elle avait fait une campagne au début, c'est ce que on lui avait proposé, je lui avais proposé, elle n'a pas voulu, sur la réconciliation. Hein, il faut réconcilier, par exemple, l'homme et la nature, mais aussi dans la société. La commission qui avait eu objet de réconcilier, c'était la commission Stasi. La commission Stasi a très bien statué, avait proposé deux choses. Une chose mauvaise pour nous, l'interdiction du foulard à l'école, alors que nous étions pour. Et d'un autre côté, pour contrebalancer ça, les jours fériés. Si elle avait dit « je veux reprendre le processus de réconciliation et remettons sur la table, discutons de toutes les propositions de la commission Stasi », je trouve que c'était défendable. Bon. Vous ne savez pas encore si vous allez voter pour elle. Mais moi, je dis que la campagne est utile. Et je dis très bien. Moi, je veux. Elle est encore sous surveillance. Mais non, c'est pas sous observation. Non, je veux dire, il faut. Moi, je suis pas pour les campagnes présidentielles parce que les campagnes présidentielles, ça vous provoque le national-présidentialisme. Moi, si je suis élu, vous allez voir ce que vous allez voir. François Hollande, qui est l'homme du nous, il n'arrête plus de dire que je vais faire, je vais faire. Il fera rien du tout. Enfin, seul, il peut rien. Donc moi je dis, mais on verra au début avril. Je suis pour que Nicolas Sarkozy soit battu. Et je veux que le candidat de la gauche soit en tête au premier tour. Mais il y a un espace politique pour l'écologie politique et c'est celui-là qu'on doit reconquérir. Très bien. En quittant ce studio, Daniel Cohn-Bendit, vous aurez tout à côté, au théâtre de l'Odéon, vous allez prononcer l'éloge de Stéphane Hessel, qui reçoit ce soir donc un nouveau prix culturel qui porte le nom du héros de Dostoïevski, le prix Mishkin. C'est une récompense des auteurs ayant contribué à l'instauration d'un climat de générosité. Alors on connaît l'ancien résistant, ancien diplomate, on le connaît maintenant pour son succès incroyable avec son best-seller « Indignez-vous » au terme d'une carrière incroyable. Oui. Lui aussi. C'est l'heure des Allemands en ce moment, hein, vraiment. Oui, mais Stéphane Hessel, c'est une vie incroyable. C'est une vie où on connaît ses parents par Jules et Jim, sa mère. Hein, c'est quand même quelque chose que tout le monde a en mémoire un peu. Et puis une vie d'un homme qui est né en Allemagne, qui a vécu en France, qui est devenu français, qui a fait la résistance, qui a failli mourir à Buchenwald, qui a été sauvé par un hasard par des résistants allemands. L'Europe est née à Buchenwald, est née de ce mélange de résistants de tous les pays, et puis qui est devenu diplomate, qui a aidé à rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui est donc quelqu'un dont la vie est un exemple. Et c'est ça qui est fascinant dans Stéphane Hessel. On l'écoute parler, évoquer les solutions qu'il imagine pour le monde aujourd'hui. Écoutez, Stéphane Hessel. Les sociétés seront gouvernées avec intelligence. Leurs différentes composantes travailleront non pas les unes contre les autres, mais ensemble pour résoudre non pas les différents problèmes un à un, mais la complexité de tous ces problèmes qui s'entremêlent et qui ne peuvent être résolus que les unes avec les autres, et notamment les problèmes de la société et les problèmes de la nature. Nous avons besoin de tirer enfin les conclusions de ce que les écologistes nous enseignent depuis longtemps et d'en faire l'objet d'une politique forte, courageuse, confiante dans ses possibilités et capable d'allier le respect nécessaire de cette terre sur laquelle nous vivons et le respect indispensable de chacun des individus, hommes, femmes, enfants, qui y vivent et qui ont droit au respect de leur liberté fondamentale et de leurs droits pour la dignité de la personne humaine. Voilà, Stéphane Hessel, interrogé par Sacha Goldman. Comme vous, c'est le sentiment de révolte qui lui permet de rester jeune? Ah, il est encore plus révolté que moi, il est un peu plus jeune que moi. Par l'esprit. Merci à vous d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Daniel Cohn-Bendit, merci. Guillaume. À 22h, Sonia Mabrouk. Merci à Pierre-Henri Gergonne et Aïda Kerkouach qui m'ont aidé à préparer cette édition. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, le Bondi Blog Café. Bonsoir et à demain, 18h, preuve par 3 avec Michel Sapin.